Bonjour, je m'appelle Ikram, je suis franco-marocaine. Je suis née en France et mes parents sont originaires du Maroc. J'ai rencontré Abdelhakim dans le cadre associatif et militant en France, donc surtout sur la cause palestinienne et aussi sur la question de l'islam en France. Depuis 2009, on a travaillé dans ce cadre-là ensemble. Il était le président du collectif Cheikh Yassine en France. Alors en fait, il a reçu Abdelhakim donc est dans le milieu associatif français, que ce soit auprès des musulmans, que ce soit donc comme j'ai dit auprès de la cause palestinienne. Et dans ce cadre-là, dans son numéro de téléphone donc associatif, il a reçu un message d'un père de famille qui appelait à l'aide, qui envoyait un message à la communauté musulmane disant que sa fille a été discriminée, a été exclue parce qu'elle s'était opposée dans son cours. Dans le cours de la petite fille, en cours d'histoire géo, qui se portait sur la laïcité, sur les caricatures. Et parmi ce cours, il a eu la diffusion d'après le message du père, il y a eu la diffusion des caricatures parmi les plus obscènes qui ont été faites de Charlie Hebdo. Et surtout aussi, le professeur avait demandé aux musulmans de sortir de la salle, donc à discriminer les élèves. Ceux qui étaient musulmans devaient sortir. Et donc, dans ce message, le père disait que sa fille s'était opposée à ce cours-là et à son professeur, et à cause de ça, elle a été exclue. Donc, il appelait les musulmans à venir l'aider, à venir le soutenir. Donc, par rapport à ça, Abdelhakim communique avec le père de famille, essaye de vérifier l'information. Il lui confirme ce qu'il a dit en message, et donc Abdelhakim accepte de l'aider et lui dit qu'il l'accompagnerait à l'établissement pour avoir des explications de la hiérarchie à propos du professeur, du cours et du litige et de la raison pour laquelle sa fille est exclue. Oui, il y a eu plusieurs fois ce genre de litige-là, bien avant, en 2010, peut-être pas en 2010, 2012, en tout cas des années précédentes, plusieurs fois Abdelhakim lui-même était un professeur. Il a été auprès de l'éducation nationale pendant plus de 15 ans, donc il connaît bien le système de l'éducation nationale, il connaît bien le système même hiérarchique et administratif, et donc et par ailleurs il connaît aussi bien le côté militant. Effectivement, il y a eu plusieurs fois où des filles ont été exclues ou alors on leur refusait l'accès à l'école parce qu'elles portaient des robes longues. C'était bien avant cette rentrée. Oui, bien avant, c'était la question soit des robes, soit d'un bandeau. Il y avait même un jeune homme qui passe juste parce qu'il est passé un jour devant son propre établissement, mais il n'y est pas entré, il était en camis, il a aussi été réprimandé. Donc plusieurs fois, au moins 3-4 fois, dans ce cadre-là, Abdelhakim avait déjà intervenu auprès des établissements et souvent comme médiateur. Il faisait porter évidemment la voix des élèves, mais il cherchait des solutions. Et souvent ça se passait très bien et souvent il y avait des compromis qui se faisaient. Enseignant en marketing, communication, il enseignait au BTS. Lui, il est ingénieur en marketing. J'étais avec lui, j'étais en garde à vue aussi, j'ai fait plus de 80 heures de garde à vue, on a été pris ensemble. En fait, bien sûr avec choc, avec peur, avec surprise, mais une forme d'acceptation parce que c'était quand même un attentat, c'était quand même un acte très grave. Entre guillemets, on pouvait comprendre que les services ratissent large. On s'est dit pour nous, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé pour moi, une fois qu'on a été contrôlé, une fois qu'on a dit tout ce qu'on savait sur l'affaire et d'ailleurs ce qu'on ne savait pas, c'était un choc et c'est très difficile de faire autant d'heures de garde à vue et d'être accusé aussi gravement. Mais pour moi c'était rationnel. Je me suis dit que ça allait vite rentrer dans l'ordre. C'était parce que Abdelhakim n'avait aucun lien avec le crime, donc c'était pour moi l'arrestation elle-même était forcément surprenante et forcément choquante, mais elle était compréhensible. Le reste l'a été moins. La détention, la mise en détention après la garde à vue, elle était incompréhensible, elle était choquante, elle était injuste parce que Abdelhakim depuis le premier jour sa version n'a pas changé et les faits n'ont fait que lui donner raison. Il n'a aucun lien
avec ce crime, ni de près ni de loin. Vraiment, il est en dehors du schéma criminel et donc c'est une détention arbitraire et abusive et illogique réellement. Et en tout cas, elle ne correspond pas du tout, elle est disproportionnée, elle ne correspond pas du tout à la situation d'Abdelhakim. Donc pour l'histoire, Abdelhakim avait accompagné le père de famille au sein de l'établissement. Il a tenté donc de comprendre. Les éléments n'ont pas été démentis, à savoir que le professeur avait bien diffusé des caméras, des caricatures qui n'étaient pas les plus adaptées. D'ailleurs, même un ancien ministre de l'Éducation nationale en France avait jugé qu'elles étaient pédopornographiques. Il avait aussi bien discriminé les élèves au sein de son cours en demandant aux musulmans de sortir. Donc les faits étaient attestés, avérés, même si la fille n'a pas été dans ce cours et même si elle n'était pas exclue pour ces motifs-là, le chef d'établissement n'avait pas démenti donc, la situation. Donc Abdelhakim a simplement donc, demandé des explications, a demandé à ce que le prof soit remis en perspective par rapport à ça. Et donc il demandait une sanction administrative. Et d'ailleurs le lendemain, le référent laïcité dépêché par le rectorat a confirmé qu'il y a eu un manquement à la laïcité. Donc dans le problème administratif, voilà la situation d'Abdelhakim, voilà ce qu'il a fait. Et il avait prévenu l'administration que s'il n'y avait rien qui se ferait administrativement, il y aurait une mobilisation citoyenne, mais il avait totalement suspendu toute action parce que justement les choses étaient en train de se faire. Seulement 2 jours plus tard, il avait fait une vidéo dans laquelle il diffusait la vidéo. Abdelhakim ne savait toujours pas que la fille mentait, donc il diffuse une vidéo où la fille donne sa version, le père donne sa version. Abdelhakim commente cette version-là en critiquant directement le président de la République. Et donc ce sont les faits pour lesquels Abdelhakim a été arrêté et pour lesquels il a été accusé. Au départ, on l'a accusé d'assassinat, de complicité d'assassinat terroriste en lien à une entreprise terroriste, en prétextant tout le long la vidéo. On prétexte que le tueur aurait eu écho de la polémique par la vidéo d'Abdelhakim. Ça a été l'accusation qui a duré plus de 2 ans. Pour laquelle Abdelhakim s'est toujours défendu, déjà parce que dans la vidéo, dans l'action d'Abdelhakim, dans son intervention et dans la vidéo, il n'y a aucun appel à la violence, premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucun élément personnel qui menaçait, il n'appelait pas à menacer le professeur du tout, il appelait simplement une sanction administrative et il ne donnait pas d'informations personnelles qui pouvaient rendre identifiable le professeur. Donc il n'y avait aucun élément dans la vidéo, si jamais elle avait été vue par quelqu'un de mal intentionné, qui pouvait conduire à une violence. Ça, c'était la première chose. Et par ailleurs, l'enquête a prouvé que le criminel, le tueur, n'avait pas vu la vidéo d'Abdelhakim. Donc, tout le long, Abdelhakim a été accusé donc, de complicité d'assassinat, donc sur la base de cette vidéo. Et finalement, aujourd'hui, à la fin de l'enquête, comme je viens de le dire, donc, le tueur n'ayant pas vu la vidéo, Abdelhakim n'ayant aucun lien dans sa vie tout entière avec la sphère du tueur, eh bien maintenant il est accusé définitivement d'association malfaiteur en lien avec une entreprise terroriste. Non, pas du tout. Abdelhakim ne connaissait rien du professeur, il ne connaissait même pas son nom. Il ne savait pas son nom, ni sa religion, ni son orientation sexuelle, il n'avait aucun élément. Et Abdelhakim ne s'est pas particulièrement intéressé personnellement à... Il a d'ailleurs dans sa vidéo, et c'est peut-être ce qui cause sa détention, il a remis l'action du professeur dans la dynamique politique du président de la République en critiquant donc cette volonté de criminaliser les musulmans, d'appeler à la haine des musulmans. Il faisait écho au discours des Mureaux qu'avait énoncé le président de la République française quelques semaines avant le crime. Donc Abdelhakim ne s'est pas du tout attardé ni acharné sur le professeur, en dehors du fait qu'il avait demandé une sanction administrative et disciplinaire. Alors premièrement, pour le traitement d'Abdelhakim, Abdelhakim a subi jusqu'à présent une répression des plus dures
par rapport à ce qu'il est, par rapport aussi, j'ai envie de dire, au cadre français, puisque dès le départ, il a vraiment été, même le président de la République lui-même a bafoué sa présomption d'innocence. Dès le départ, on a voulu en faire, d'un point de vue donc juridiquement pareillement, il a été donc dès le départ mis en examen, mis en détention. Donc encore une fois de manière totalement disproportionnée au regard des faits. Et puis au fil des traitements, eh bien, dès les premiers moments de sa détention, il y a eu des formes de mauvais traitements. Déjà il est à l'isolement, ça fait exactement 3 ans, bientôt donc 3 ans qu'il est totalement à l'isolement. Or on appelle ça une torture blanche, c'est une forme de torture blanche par les organisations de défense des droits de l'homme. Il est totalement, donc il n'a aucune activité sociale, aucune activité qui lui permet d'être avec d'autres personnes. Il est constamment, quasiment donc 24 heures sur 24 seul en fait. Hein. La seule chose qu'il a donc c'est le téléphone, et très cher d'ailleurs le téléphone, les rendez-vous parloirs de famille qui sont de l'ordre de 2-3 heures par semaine. Et puis bon, en dehors donc, de l'administration pénitentiaire, il n'a aucun lien avec personne. Donc ça fait déjà 3 ans qu'il est sous cette répression, cette détention répressive de l'isolement, premièrement. Deuxièmement, les premiers mois, on lui refusait son médicament. C'est un médicament qui lui permettait en fait un décongestion de nez et qui techniquement, en fait, concrètement, lui permet de dormir sereinement. Or, pendant 5 mois, on lui a refusé ce médicament-là. Il se lançait la balle entre le juge, entre l'administration pénitentiaire. Et donc, ça voulait dire 5 mois quasiment sans dormir. Donc, pareil, c'est aussi une forme de torture blanche. En dehors de ça, donc, il est dans un régime très strict, parmi les plus répressifs de tout ce qu'a l'arsenal français. En termes de dispositif carcéral. Donc voilà, en dehors de ça, je ne pourrais pas parler de mauvais traitements. Abdel Hakim, depuis le premier jour, a eu la même version et jusqu'à aujourd'hui ne la change pas. Évidemment, donc, qu'il réfute et qu'il récuse et qu'il condamne ce genre de crime. Et techniquement, concrètement, déjà lui, en tant que personnalité telle que les gens le connaissent, d'ailleurs, c'est la première chose qu'on dit, les officiels, Abdel Hakim était connu des services de police, était suivi, était écouté depuis qu'il est en France, c'est-à-dire depuis les années 80. Les politiques et les services de renseignement connaissent Abdel Hakim et connaissent son parcours et ils savent qu'il ne s'inscrit absolument pas dans ce genre de crime ou de mouvance. Et Abdel Hakim, donc je le confirme personnellement, ce n'est absolument pas son credo, ni son idéologie, ni sa manière d'agir. Il n'est absolument pas lié avec tout ce qui pouvait entraîner ce crime-là. Donc ça c'est clair et ça s'est confirmé encore une fois par l'enquête. Il n'y a jamais eu aucun lien, ni même accidentel avec le tueur ou son mouvement ou sa mouvance. Il n'y a pas eu de lien, pas de téléphone, pas de contact, ni physique, ni virtuel. On n'a réellement eu aucun soutien, forcément peut-être du fait du lynchage médiatique. Abdel Hakim a tellement été diabolisé, a tellement été présenté comme le coupable idéal, et c'est d'ailleurs même difficile de déconstruire l'image que les gens ont de lui, que tout le monde fait bloc contre, que ce soit les associations musulmanes ou non musulmanes, les associations de défense des droits de l'homme. Encore, il y a eu des défaillances juridiques dans le parcours et pourtant personne pour les dénoncer parce que je suppose, je me dis que le lynchage médiatique a tellement été massif qu'Abdel Hakim est diabolisé au point où très peu de gens savent réellement qui il est, honnêtement, et surtout qu'il est totalement innocent. Donc on n'a aucun soutien, à part quelques personnes, enfin des individus, on n'a pas de soutien réel d'association. Tout le monde, enfin, en tant que citoyen, en tant que Français, en tant que musulman, en tant que Marocain, c'est vraiment tout nous pousse à avoir la même ligne qui est celle de condamner ce crime-là. C'était un professeur. Il n'y a rien qui mérite qu'on soit égorgé, qu'on soit attaqué de cette manière-là. Donc évidemment, sans équivoque, on condamne le crime, évidemment. Eh bien, qu'on rétablisse la vérité,
C'est-à-dire que la vérité, c'est que Abdelhakim est totalement innocent. Il n'appartient pas du tout à cette affaire. Il n'a rien à faire dans cette affaire. Il a vraiment, tel que c'est exact, c'est vraiment l'enquête judiciaire, ce ne sont pas des propos qui viennent parce que je suis sa femme. Par les éléments de l'enquête, Abdelhakim est totalement en dehors du schéma criminel. Ni en amont, ni en aval, Abdelhakim n'a eu aucun lien avec le projet criminel, avec le crime lui-même. Donc Abdelhakim est totalement innocent. Ce que j'attends, c'est d'abord et avant tout cette vérité-là. C'est qu'on puisse voir cette vérité-là. Et ensuite, évidemment, j'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux et qu'on ne soit plus biaisé par des considérations politiques, par réellement une islamophobie en France, qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, la seule raison pour laquelle Abdelhakim est maintenu, c'est parce qu'il est militant. C'est parce que c'était quelqu'un qui a contesté la politique des différents gouvernements français à travers la cause palestinienne. Et deuxièmement, avec l'affaire en question. Et deuxièmement, il y a une forme de politique qui rend impossible en France toute revendication du droit. En fait, aujourd'hui, le droit, si depuis le premier jour on avait appliqué le droit, Abdelhakim serait libre en fait. Et puisqu'on n'est pas dans le droit, eh bien, Abdelhakim est encore en détention et c'est un scandale et c'est quelque chose qui doit se savoir. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.